source. L'open source, on a besoin de développer de manière internationale parce qu'on peut avoir des contributeurs qui sont de partout. On a besoin de parler le même langage et d'avoir une structure qui est commune, une structure de pratique aussi qui est commune. Christophe Larue, bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Bonjour, donc je suis Christophe Larue, directeur technique de la société Startix, société qui s'est fondée il y a 17 ans autour des logiciels libres et pour apporter du conseil autour des logiciels libres. D'accord. Et vous avez intégré le groupe La HSC il y a quelques mois, c'est ça? Tout à fait. C'est une décision qu'on a mûrement réfléchi, un projet qu'on avait depuis longtemps de se rapprocher d'un groupe. Et puis on connaissait Laurent et Christophe depuis quelques années où on travaillait en tant que partenaire. Et c'est tout naturellement après que ce partenariat s'est concrétisé et puis qu'on a rejoint le groupe La HSC pour justement apporter notre valeur ajoutée autour de l'open source et bénéficier des valeurs ajoutées des différentes expertises qu'il y a dans le groupe La HSC pour pouvoir travailler de manière plus globale sur des projets. D'accord. Alors justement, ces expertises, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous apportez aux compétences, aux expertises qui étaient déjà dans la HSC? Alors chez Startix, nous, on s'est créé en 2003, donc ça fait même bientôt... Bientôt 18. On a bientôt la majorité. À l'origine, notre but était d'apporter du conseil autour d'une technologie qui était assez neuve en France, même si elle était un peu plus ancienne aux États-Unis, qui était le monde Linux. Et donc, on a construit cette entreprise autour de 3 piliers pour justement apporter la compréhension de l'environnement Linux et des distributions Linux aux entreprises. Et ces 3 piliers, c'était d'être capable de les conseiller, de savoir et de leur expliquer ou d'implémenter à leur place d'une manière correcte et en respectant les bonnes pratiques des environnements Linux. C'était de les former pour les rendre autonomes après sur l'exploitation de ces environnements. Et puis c'était de s'appuyer sur un mécanisme de support beaucoup plus long cours et d'entreprise que nous, toute petite entreprise et petite structure d'expertise, on n'était pas capable d'apporter, donc qui est le support éditeur. Et on s'est appuyé là-dessus sur des éditeurs majeurs du monde de l'open source, qui étaient Red Hat quasiment les seuls à notre création. Et depuis, on a enrichi notre portefeuille de partenariat avec d'autres éditeurs qui sont tous et partagent tous le même ADN que nous, c'est-à-dire d'être nés sur des technologies, autour des technologies libres. Donc maintenant, ces partenaires sont aussi Couchbase, HashiCorp. On a travaillé avec Docker également, fut un temps. Alors juste pour revenir un petit peu sur l'origine, en 2003, l'open source dans les entreprises, c'était pas vu comme aujourd'hui. Comment tu as vu le changement d'état d'esprit, le changement de relation qu'entretiennent les entreprises avec le monde de l'open source? Alors, il y a eu plusieurs phases. En effet, là, on parle de 2003, on est en 2021, quelque part, c'est une éternité en termes de temps informatique. Je pense qu'à notre niveau et à notre tout petit niveau, on y a contribué également. Et c'est vrai que sur le lancement de l'entreprise, je dirais de la phase 2003, 2009, 2010, on était vraiment en France sur une phase d'évangélisation. On avait très peu de clients qui voyaient ça comme étant quelque chose d'utilisable vraiment dans leur environnement de production. Et beaucoup voyaient ça comme un risque encore. Les gens qui prenaient le risque d'aller vers l'open source étaient critiqués en interne. C'était souvent, très bien, si en 2003 ou 2004-2005 au début, on entendait en effet des phrases du genre « très bien, si tu nous installes un Linux, c'est toi qui l'assures. Hein, parce que tu prends un risque. Si tu prends le risque, c'est toi qui auras fait rentrer ce Linux, qui prendra aussi le risque de l'exploiter, de le maintenir, parce que personne n'y comprend dans l'entreprise. Et on n'a pas vocation, nous, à transformer l'entreprise. » Du coup, le responsable qui fait ce choix-là, il fait un acte de foi presque. Voilà, à l'époque, c'était un acte de foi. Et nous, c'était un acte de foi aussi d'appeler 100, 200 entreprises et puis d'avoir quelque part 200 personnes qui nous disent « Oui, non, mais je vais rester quand même sur des technos avec des éditeurs derrière. » Parce que c'est génial, mais j'y vais pas. Voilà, c'est trop risqué. Maintenant, en effet, j'ai des petits geeks dans leur coin, dans mes équipes, qui en effet ont entendu parler de ça et puis s'y intéressent. En 2010, entre 2010 et 2015, c'était pas j'ai 2-3 petits geeks qui traînent, c'est en effet toutes mes équipes, elles ont touché à des outils open source, elles s'en servent au quotidien. Moi, je les ai laissés faire parce que c'est leur passion technologique, mais il était hors de question de rentrer ça dans mon mix techno. Maintenant, je me suis rendu compte
que entre 2009 et puis 2015, ils m'ont foutu des composants réseau à droite, à gauche qui utilisent de l'open source. Et mine de rien, c'est stable, ça marche. Les mecs, je leur ai dit très bien, tu assures l'exploitation, ils assurent l'exploitation. Et en fait, je me retrouve avec des composants que je gère, j'ai laissé un petit peu passer, et maintenant, ça fait partie des composants critiques de mon entreprise. Comment est-ce que je passe l'étape d'après? C'est venu du goût personnel des gens qui étaient un peu geeks et qui l'ont fait, ou c'est venu de la formation initiale de gens qui rentraient dans l'entreprise et qui avaient appris ça à l'école? C'est plus venu de goût. À l'époque, les cursus, alors à l'époque pareil, 2003-2010, c'était déjà pas les mêmes époques, mais on trouvait déjà des écoles en 2010 qui mettaient de l'open source un peu dans leur cursus. En 2003, personne ne le mettait dans ce cursus, sauf des doctorants en informatique, qui eux, en effet, intégraient déjà ces technos. Mais c'est plus venu par... Je ferai une analogie un peu avec le monde des conteneurs, qui est un peu à la mode et un sujet à la mode en ce moment. C'est venu par les développeurs qui, très rapidement, la plupart du temps, qui se sont dit, tiens, j'ai un outil qui va me permettre de construire un environnement, une enveloppe autour de mon appli qui correspond à ce que je veux, je suis autonome, je peux faire ce que je veux. Puis les développeurs utilisant de plus en plus de Docker, on s'est retrouvé avec des applications qui étaient containerisées, puis l'exploit qui se dit, maintenant que tu as fait le boulot, ma partie du boulot, c'est d'en assurer le run. Donc quelque part, c'est venu par des passionnés au début qui ont touché la techno, qui ont vu ses intérêts, ses avantages. Puis quand cette techno, si elle a vraiment des vrais avantages de transformation au niveau de l'entreprise, elle grossit dans l'entreprise et après, elle est adoptée et embrassée par l'entreprise. Et par une logique opérationnelle, en fait. Ça fonctionne, donc c'est installé. Et donc plus c'est installé, plus ça fonctionne et plus c'est logique, en fait. C'est ça? Oui, et puis plus j'ai besoin, du coup, maintenant que mes briques critiques, j'ai décidé de mettre des composants critiques ou j'ai laissé mes équipes mettre des composants critiques qui tournent sur de l'open source, moi j'ai quand même derrière des engagements à maintenir et à avoir et je souhaite m'appuyer sur cette fois des équipes qui sont dimensionnées et non pas quelque chose qui a été plutôt fait naturellement de manière un peu empirique. Donc ça c'est la troisième phase en fait, c'est le moment où le dirigeant se dit ça existe, ça doit intégrer ma stratégie et je dois le faire de manière sérieuse. Oui, et puis en plus je constate que ça m'a, mine de rien, apporté énormément de choses. Soit ça m'a apporté des nouveaux services transformants, soit ça m'a permis à moindre coût de rendre le même service qu'un service équivalent que je pouvais avoir avec des surcoûts, avec des machines et du matériel qui étaient dédiés. Donc tout ça, en effet, je l'intègre comme étant des éléments qui vont me permettre par contre d'être percutant vis-à-vis de la concurrence, pas seulement de mon service, mais de mon entreprise. D'accord. Et c'est ce genre d'état d'esprit dans lequel les entreprises que tu croises sont? Ils sont dans l'idée de faire des choses sérieuses et profondes et stratégiques avec les technologies open source aujourd'hui? Alors bien sûr, l'open source autant, c'était un peu l'apanage des geeks ou des fans de technologie au début, autant maintenant je crois qu'il n'y a aucune entreprise en France qui n'a pas à un moment ou à un autre un composant open source dans son système d'information. Et je dirais même que la plupart du temps, c'est les composants critiques qui sont souvent sous des systèmes libres. Parce que réputés plus fiables et plus solides, c'est ça? Oui, il y a plusieurs avantages après sur le côté, déjà le modèle open source et le partage d'infos, le fait d'être capable de lire le code, c'est donc une garantie aussi de transparence qui va me sécuriser sur la manière dont je vais pouvoir exécuter les choses. Mais c'est en plus une manière de driver l'innovation et de bouger beaucoup plus rapidement. Quand on est plusieurs à collaborer, si jamais on a pris un mauvais choix dans un projet ou qu'un projet a pris totalement une mauvaise problématique, il va mourir. Un autre projet qui sera meilleur va être créé. Cette ébullition et cette saine concurrence qu'il y a au milieu de tous les projets open source, les mouvements de développeurs qui vont passer d'un projet à l'autre, favorisent une émulsion qui est très saine. Et qui est un peu le contre-pied du monde propriétaire où là les décisions sont assez monolithiques et encadrées par des choix d'une entreprise plus que par la décision que la technologie était la meilleure ou de l'implémenter de la meilleure manière possible. Et les mouvements sont peut-être plus lents et plus préparés, plus planifiés, plus... C'est ça. Et on parle de quel type d'entreprise avec lesquelles on discute nous et avec lesquelles on a des projets sérieux? Des petites, des grosses, toutes les entreprises? Maintenant, toutes les entreprises. On a des startups qui se créent et qui vont partir beaucoup plus sur ces technologies parce que ça va leur permettre en quelques semaines, en quelques mois, de bâtir un SI complexe avec des briques qui vont pouvoir assembler de manière autonome, sans passer par une phase forcément, entre guillemets, de levée de fonds pour avoir le business qui permet de financer l'achat de toutes les choses qu'il y a derrière. Là, on peut par l'innovation très rapidement, de manière flexible. Du prototypage rapide. Exactement. Donc on va trouver de la start-up, mais on trouve en autre bout de chaîne toutes les entreprises du CAC 40.
Et je prendrais même le problème dans l'autre sens, si on reprend notre déroulé un peu chronologique. C'est que autant en 2003, il y avait très peu d'entreprises, voire pas d'entreprises en France qui utilisaient vraiment de manière intensive en prod ces applications. Le mouvement a été long pour vraiment avoir cette courbe d'ascendance, mais les premiers qui ont embrassé vraiment en production ces technologies, et surtout, je pense à la partie OS, la partie Linux, c'était les grosses entreprises. Parce qu'en effet, eux, ils ont beaucoup plus d'équipes, ils ont aussi des moyens, ils mettent des moyens de R&D souvent dans l'organisation de leur entreprise. Et là, c'est par le biais de la R&D que les technologies sont rentrées. Donc elles sont rentrées plus rapidement, peut-être que dans d'autres entreprises où c'était un peu rampant, c'était un peu en filigrane et en arrière-plan. Les entreprises du CAC 40 ou les grandes entreprises françaises sont quand même organisées pour avoir de la veille et faire attention à ça. Donc ça a été les premiers à embrasser ces technos, puis maintenant c'est ceux qui ont les plus gros parcs Linux, ils ont continué ce mouvement. Là où les entreprises moyennes, les PME ou le small and medium business ont mis beaucoup plus de temps parce qu'ils avaient des équipes un peu moindres, qu'ils avaient peut-être moins de problématiques qui demandaient cette innovation. Et donc le mouvement de fond a été un peu plus long. Je dirais que maintenant en 2021, CAC 40, SB 120 et même la plupart des PME ont de toutes les manières, à un moment ou à un autre, un ingénieur Linux qui les aide à avoir et à gérer toute ou partie de leur parc qui est sous Linux. D'accord. Alors, on a parlé d'accompagnement, de conseil, d'intégration. Vous êtes aussi très connu pour faire de la formation, notamment Red Hat, mais pas que. C'est important la formation dans ce domaine-là, particulièrement dans le domaine de l'open source? C'est vital. Parce que justement, qui dit open source, qui dit partage d'informations et de connaissances, la formation fait partie aussi de ce partage de connaissances. Oui, c'est natif en fait. Quelque part, c'est inhérent au fait d'être dans l'open source. L'open source, on a besoin de développer de manière internationale, parce qu'on peut avoir des contributeurs qui sont de partout. On a besoin de parler le même langage et d'avoir une structure qui est commune, une structure de pratique aussi qui est commune. Et puis la deuxième chose qui fait que la formation est vraiment fondamentale dans l'open source, c'est que justement, il y a plein de projets, il y a plein de méthodes. Tout le monde va parler, tout le monde va dire « moi j'ai ma petite recommandation, il vaut mieux utiliser ça, il vaut mieux faire ça ». On est tellement sur des composants qui sont flexibles, qui sont prévus pour tous travailler les uns avec les autres, qu'il y a plein de manières d'aborder et d'arriver au même résultat. Maintenant, quel est le bon moyen? Quelles sont les bonnes pratiques? Quand on a tel use case, quelle est la bonne réponse ou la réponse qui est la plus communément utilisée parce qu'en effet, elle produit des résultats rapidement? Ça, c'est souvent par la formation qu'on va gagner un temps monstrueux par rapport à aller googler et aller faire des recherches Google. On trouvera toutes les informations sont gratuites. Tout le contenu pédagogique que l'on fabrique, il est basé sur des documents qui sont libres et ouverts. Par contre, en faire une synthèse de quelques semaines, mois de lecture, du choix d'avoir agrégé une vingtaine de sources d'informations différentes, et cette 10, ce sont les bonnes sources d'informations, et quand je vais les synthétiser, je vais avoir quelque chose qui part d'un point, qui permet d'arriver à un point B, et qui permet de présenter un chemin pour que tous les utilisateurs puissent avoir un cadre qui est commun de travail. Ça, c'est quelque chose, il n'y a que la formation qui peut l'apporter. Donc la performance même de l'équipe et de l'infra est très liée à la formation des gens, en fait, à leur capacité à savoir trier et filtrer quelles sont les bonnes pratiques. Oui, je dirais même que c'est le facteur clé de succès. On fait appel à une société comme Startix qui implémente correctement un projet satellite, un OpenShift pour faire du container. Après, on laisse les gens tout seuls et livrer à eux-mêmes sans avoir de formation derrière. On va avoir des composants qui vont mourir de leur bonne vie dans leur coin parce que personne ne va vraiment les utiliser, les exploiter, parce que ce sera une sorte de boîte noire. Quand on fait par contre le transfert de compétences, on se retrouve avec le phénomène plutôt inverse, où les personnes qui sont formées sont les premiers demandeurs à ce que la plateforme elle évolue, à ce qu'ils aient du temps qui est consacré sur ces plateformes. D'accord. C'est un domaine qui évolue beaucoup pour le coup. Alors, on a repris la frise chronologique, mais même technologiquement, ça évolue beaucoup. Si tu avais à choisir les 3 sujets qui mobilisent le plus les discussions en ce moment avec les clients de Startix, c'est quoi les 3 sujets les plus chauds en ce moment? Alors, je ne vais pas faire le automatisation, mais... L'emplacement. Voilà. Sujet numéro 1, je dirais que c'est l'automatisation. Ça fait quelques années, le mouvement s'accélère, où nos clients ont besoin qu'on les accompagne sur justement comment se structurer correctement pour mettre en place des chaînes GitOps, DevOps, DevSecOps, et comment en tout cas
faciliter ou apporter aux environnements applicatifs la capacité de se déployer beaucoup plus rapidement vers des environnements de production et de manière beaucoup plus fiable, cadrée, sereine et automatisée. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de fond, je dirais, l'automatisation, qui couvre depuis quelques années en France et qui est vraiment exponentielle. Les États-Unis sont un peu plus matures là-dessus, mais c'était un mouvement de fond qui est enclenché depuis une bonne dizaine d'années aussi chez eux. Et il y a encore une grosse marge de progression. Et il y a encore une grosse marge de progression. Et comme tu le disais à l'instant, il y a aussi beaucoup d'innovation dans ces outils. Donc entre même l'automatisation faite il y a 5-6 ans et l'automatisation maintenant, il y a des nouveaux outils qui ont été créés entre-temps. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en train de péricliter. Et puis je ne doute pas que dans 6 mois ou dans un an, on va en avoir aussi des nouveaux. Donc se maintenir au courant de tout ça, voir quels sont les avantages, inconvénients de chacun de ces outils, et puis en extraire une synthèse. Et savoir les intégrer de manière simple et sans couture. C'est ça. C'est vraiment ce qui est le challenge. Donc tu m'en demandais 3. Ouais, je dirais automatisation numéro 1. Les containers sont aussi toujours aussi dans cette mouvance d'aller plus vite, de déployer plus rapidement. Ouais. Et de manière plus sécurisée et fiable des choses et des workloads de plus en plus complètes et complexes. Les containers sont aussi un outil technologique qui a derrière l'automatisation et qui a derrière cette transformation un peu digitale des entreprises. Et puis un troisième sujet, mais qui est, je dirais, un sujet classique qu'on adresse nous de notre côté sur la partie Linux, mais pour lequel on a aussi dans le groupe la HSC des entités qui sont spécialisées, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est un sujet qui pouvait, je ne vais pas dire être bâclé, parce que beaucoup d'entreprises font attention à la sécurité depuis longtemps, mais ça a pendant pas mal d'années aussi été un peu un sujet qui était traité quand on a le temps, où on structure on crée des RSSI, mais on ne leur a pas vraiment donné les manettes ou le pouvoir, ou alors on n'a même pas de RSSI. C'était des choses qu'on pouvait voir il y a 10 ans, qu'on voit quasiment plus maintenant, parce que là on a compris que quand on se prend un ransomware, c'est l'entreprise qui est écrasée pendant 2 semaines. Quand on se prend des attaques DDoS, c'est l'application qui répond plus et c'est des clients qui se plaignent. On a vu des usines s'arrêter, des choses vraiment lourdes. Oui, ça a des impacts métiers très forts. Et là maintenant, les DSI, les directions générales se structurent pour avoir des référents RSSI qui sont capables de dialoguer avec l'ANSSI, qui sont capables de définir des politiques, d'appliquer ces politiques, de contrôler que ces politiques soient appliquées et de limiter les surfaces d'attaque. Surtout qu'avec l'explosion de nouvelles technologies, avec l'explosion des containers, etc., on se retrouve à avoir des workloads de plus en plus exposés, de plus en plus de workloads qui s'exécutent. Avoir quelqu'un qui est là pour donner les bonnes pratiques et le bon cadre, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour les entreprises. Et là aussi, on est sur un mouvement qui est sur une courbe qui va s'accélérer. D'accord. Alors juste une dernière question. Quand Startix est arrivé dans le groupe de la HLC, on a dit Startix sont vraiment très forts en open source et ils sont également très forts en cloud. Pourquoi c'est logique que quand on est très fort en open source, on est en avance sur les autres en termes de cloud? C'est quoi le lien évident qui fait que vous êtes forcément très fort en cloud? Alors, il y a un lien évident, c'est vrai. Après, sur le fait que Startix ait cultivé ce lien, je le traiterai dans un deuxième temps, mais pourquoi est-ce que le cloud et l'open source sont relativement liés? C'est parce que les cloud providers, quels sont les plus grands cloud providers du monde? C'est Amazon, c'est Google, c'est Azure et Microsoft, mais qui est vraiment partie d'une feuille blanche. Et tous ces éditeurs, ils connaissent l'open source depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils sont parmi les principaux contributeurs pour certains sur certaines technologies. Et ils ont des armées d'ingénieurs qui recrutent en effet dans les plus grandes écoles pour pouvoir les accompagner sur les transformations. C'est vrai que dans les écoles, l'open source est maintenant un outil de base qu'on utilise, qui est le plus facilement abordable d'un point de vue pédagogique, qui est très pédagogique, et puis en même temps qui permet de driver l'innovation. Et donc les cloud providers, quand ils ont eu besoin de construire des nouveaux outils, ils sont partis sur des langages open source, ils sont partis sur un principe de mettre ça en open source. Et ils ont contribué du coup. Et ils ont contribué, un des gros outils qui sort de ce mouvement-là, c'est Kubernetes, donc c'est
Les containers sont liés aussi, mais c'est un orchestrateur de conteneurs. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle Google et qu'on crée 1 milliard de conteneurs par semaine, on a besoin d'un outil pour orchestrer ça et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui exécutent à la main. Donc on a eu toutes ces problématiques de construction et d'orchestration de conteneurs, on les a eues, ou Google les a eues. Ils ont créé un outil et puis Google, comme d'autres, croit beaucoup aussi dans le modèle open source, le fait de partager. C'est non seulement ils ont livré le code de Kubernetes, mais en livrant ça, 5 ans ou 6 ans après, ils ont récupéré un outil qui n'était plus du tout ce qu'ils ont livré et ils ont récupéré l'expérience de toutes les autres milliers d'entreprises qui contribuent et ils se servent de Kubernetes. Et maintenant, Google, d'ailleurs, fournit un service autour de Kubernetes parce que tous les clients utilisent Kubernetes. Personne ne connaissait le projet Björg qui avait à l'intérieur de Google et qui a donné naissance à Kubernetes. Depuis qu'ils l'ont mis en open source et que tout le monde a contribué, il y a maintenant des millions d'entreprises qui utilisent cet outil et Google peut fournir du service et fournir ses plateformes dessus. Donc c'est quelque chose qui a été vertueux pour cette entreprise Google dans cet exemple. Ils font tourner le cycle en fait, les gros cloud providers font tourner le cycle. Ils font tourner le cycle. Après, le monde n'est pas non plus rose et idyllique comme je le présente. Il y a aussi des cloud providers qui décident, ou certains cloud providers décident que certaines briques technologiques vont rester chez eux et propriétaires et on ne saura pas comment ça marche. Et à ce moment-là, comme ils ont de l'inertie, on utilise leurs services. Par contre, les workloads qu'on va faire tourner derrière, la plupart du temps, on va choisir des workloads open source. Donc ça va aussi nous permettre de facilement aller vers des cloud providers quand on a des connaissances des outils open source. D'accord. Et alors tu disais tout à l'heure pourquoi précisément Startix a maintenu ce lien avec le cloud. Qu'est-ce qui fait que Startix est resté un peu en avance sur le sujet? Alors là, ça tient plus à Maxime, mon associé et moi-même, où c'est vrai que nous, on a noué un partenariat avec Amazon Web Services, c'était je crois en 2008, donc on était parmi les premiers à utiliser de l'Amazon Web Services. On croyait beaucoup aussi à ce nouveau mode de consommation un petit peu de l'informatique, qui n'était plus forcément une suite logique d'opérations, mais qui était le fait de consommer un service déjà réalisé. Et donc on a développé, nous, en parallèle de notre culture vraiment libriste, on a développé aussi des compétences autour d'Amazon, et qui était le seul cloud provider vraiment qui s'annonçait comme tel, et puis qui l'était, qui a un peu créé ce principe de l'infrastructure as a service. Donc là, en parallèle, nous, on a vraiment cultivé on s'est développé plutôt et éduqué sur les environnements Amazon. Et puis ça nous a permis naturellement de comprendre après les autres environnements qui étaient peu ou prou structurés ou en tout cas répondaient aux mêmes problématiques et fonctionnaient de la même manière. Des appels API pour pouvoir obtenir des ressources. Et une fois qu'on a ces ressources, on exécute nos tâches à l'intérieur. D'accord, et c'est comme ça que vous avez gardé de l'avance jusqu'à maintenant et demain. Oui, alors après, on a développé un peu sur les autres cloud providers, mais cette culture du cloud, on a décidé de ne pas non plus la développer trop. On l'a développée pour répondre aux besoins d'intégration de nos clients, mais on n'a pas décidé d'en faire une activité vraiment en soi ou de le mettre très en avant. Parce que ça nous éloignait justement de notre première culture aussi open source. C'est que quelque part, les Google, Amazon, Azure ont beau utiliser de l'open source chez eux pour faire tourner leurs services, très bien, et grand bien leur face, et à la limite, peu importe, je consomme un service. Par contre, moi derrière, je peux déployer n'importe quel workload et je ne vais pas toucher ou accéder aux piles open source. Donc on a préféré, évidemment, développer un peu cette culture du cloud pour comprendre comment on allait pouvoir interagir avec des nouvelles manières de provisionner les choses. Par contre, on a décidé de rester sur des stacks open source. Et c'est là où on a, notamment il y a 2 ans, on s'est rapproché également de HashiCorp, qui là est un pure player open source, et dont le métier est de fournir des briques technologiques pour simplifier et gérer une sorte d'abstraction avec les différents cloud providers. Et là, ça nous paraît être beaucoup plus cohérent avec notre parcours d'entreprise, où HashiCorp développe des technologies open source pour dialoguer avec des cloud providers, mais ça reste des technologies open source sur lesquelles on peut former les clients, qui vont leur apporter une valeur ajoutée et sur lesquelles ils pourront lire le code source. Je ne peux pas lire le code source d'Amazon, je peux lire le code source de Terraform ou de Vault. Très bien, merci beaucoup. De rien.